Réveil, des infos, des anecdotes, des conseils, du rire. C'est tout ce dont tu as besoin. Qui te réveille, des infos, des anecdotes, des conseils, du rire. C'est tout ce dont tu as besoin. Hello la team, bienvenue dans le CDZ matin de ce mercredi 8 janvier, il est 8h03, on a pris quelques minutes de retard, tout simplement parce que j'essayais de m'accrocher sur la communauté des agrumes et ça c'est de moins en moins facile. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, mon nom à moi c'est Christophe NDI, c'est marqué là, il y a même mon mail, il y a même mon numéro de téléphone parce que je suis prêt à recevoir tes appels si tu as envie de dire quelque chose bien entendu. J'allais presque dire que même si tu as envie de rien dire, tu es le bienvenu. Allez, aujourd'hui, tout spécialement, je me suis mis une petite image de désert, ah oui, derrière moi, et puis je reçois un collègue et ami qui est là-bas du côté de Toulouse, mon ami Michael, comment vas-tu ? Et bonjour Christophe, bonjour à tous, je vais plutôt bien pour ce début d'année 2025. Et je souhaite à tous les agrumes une très bonne année aussi 2025. Ouais. J'espère que ce sera une année riche d'opportunités pour tout le monde et aussi que tout le monde aura plutôt une bonne santé. Ça, c'est important. C'est vrai que j'ai oublié de répéter le meilleur vœu parce qu'on s'était dit ça en dehors. J'espère que pour toi aussi ça va bouger. Michael, on te connaît, on sait que tu es chez OBS. Orange Wholesale. Orange Wholesale maintenant. D'accord, ça bouge beaucoup, ça bouge beaucoup. Comment vas-tu ? Ça va, un peu fatigué, je travaille beaucoup en ce moment, j'ai 2 boulots. Donc le boulot de salarié Orange au sein d'Orange Wholesale, du Customer Service Client, et un autre travail, je crée mon entreprise. C'est super, donc de la recherche. Tu vas sûrement faire partie de mes prochains interviewés qui nous expliquent comment c'est la vie à côté d'Orange ou après Orange. Est-ce que tu peux me parler de ton projet, vite fait, de quoi ça fait, de quoi ça parle ? C'est une société de création de logiciels pour aider les entreprises à se transformer, pour mieux faire face aux problèmes, aux enjeux globaux, environnementaux, sociaux, économiques. Et où est-ce que tu en es dans ton processus de création ? Là, on est en train de travailler sur le modèle économique. Moi, de mon côté, on a déjà les prototypes de logiciels qui fonctionnent. Là, il faut voir le nombre de personnes, le nombre d'intervenants, d'associés pour monter la boîte. Il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai pas choisi le plus simple, mais tu me connais. Mais on va y arriver là. On va y arriver. On a identifié aussi des concurrents, on a identifié des alliés potentiels. C'est très international, mais alors c'est passionnant. Écoute, tant mieux. On sait que, ceux qui nous suivent, ceux qui te suivent savent que tu as déjà fait une tentative via le canal intrapreneur, qui consistait à prendre des salariés d'Orange qui avaient une idée pour les incuber. Il n'y a pas d'autre mot. C'est ça. Là, cette fois-ci, il n'y a rien à voir avec Orange. Il n'y a rien à voir avec Orange, sauf que Orange pourrait être plus tard un de mes clients. Oui, tout à fait. Écoute, on va profiter justement lorsque ta structure sera montée pour essayer de pousser pour qu'Orange puisse peut-être... c'est un bon client, Orange, hein ? Oui, c'est un très très bon client. Oui. Mais il y a énormément de choses à faire et à travailler. En matière d'environnement, est-ce que ton projet se situe aussi sur ce créneau ? Oui, l'environnement, le social, le sociétal, l'économique, politique et géopolitique.
Ah, bah écoute, Donc, vaste projet. on couvre tout. Tout à fait. Alors dans CDZ Matin, j'ai coutume de demander un petit peu à mes invités ben, comment va se passer ta journée d'aujourd'hui, essayer d'avoir le déroulé. Tu es réveillé depuis pas mal de temps d'ailleurs. Oui, oui, moi je suis réveillé depuis 6 heures. Ma journée, je vais m'affecter et travailler sur les incidents réseau concernant les autres opérateurs, puisque je suis chez Orange Wholesale. À savoir que je vais regarder toutes les petits soucis qu'ont nos amis de chez Free, SFR, Bouygues, Cosc, qui sont de bons clients en même temps, mais qui sont aussi nos concurrents. Donc c'est pas facile de lier les deux. Il faut faire la part des choses. Mais ce sont des collègues, ce sont des gens des télécoms qui sont très gentils, tous. Mm, Et aussi, il faut pas oublier que ben, Orange, c'est un revenu assez important aussi. tout à fait. Donc il faut les considérer comme des clients, mais avec une relation, voilà, c'est différent d'OBS. Hein. OBS, j'avais des clients purs et durs. Là, c'est à la fois concurrent et client concurrent. Donc il faut faire la part des choses. Est-ce que, Et aussi, on a des obligations légales. ouais. Mm. Est-ce que tu travailles sur des incidents éventuels sur Mayotte? Mayotte, j'ai travaillé un petit peu au début dessus. Le premier jour, surtout, j'ai appelé Free, on a fait un petit point déjà pour savoir ce qu'il y avait à faire. Mais c'est là où Free m'ont dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire justement. Il y avait des dégâts considérables. Et là, ce sont maintenant d'autres collègues qui sont sur Mayotte. Le travail avance bien. Hein. On est aux alentours de 90%, je crois, de la population qui est couverte par le mobile, et on est facilement 75% du territoire. Et il y a beaucoup de dégâts. Il va falloir fiabiliser, il va falloir protéger les infrastructures. Ça va prendre du temps pour finaliser et surtout fiabiliser et protéger. Mm. Mais et en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cyclones ou d'autres tempêtes. Mais c'est un exemple très bien. J'avais travaillé sur ces sujets de résilience des réseaux de télécommunications, J'allais justement en parler. comme tu le sais. Mm. Mm. Et c'est Et, exactement ce qu'on avait prévu. mm. C'était exactement prévu. C'est le problème des pannes électriques posent des problèmes de télécom, les pannes de télécommunication posent des problèmes électriques et ainsi de suite. C'était le scénario qui était malheureusement écrit. Et c'est vrai que dans ta nouvelle structure, ce travail sur les crises, ça va faire partie de ton job. Tout à fait. C'est le problème de perception des crises aussi de la part des décideurs et des dirigeants. Comment ils peuvent percevoir les crises, sachant qu'ils sont habitués à des crises. Il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité, mais il y avait toujours un temps de repos entre les crises. Là, elles sont en train de se multiplier, elles sont de plus en plus proches, et elles se chevauchent les unes les autres, elles s'amplifient les unes les autres. Et ça, c'est nouveau. Il n'y a pas de précédent. Et c'est là où il va falloir être très malin et il va falloir prendre beaucoup d'humilité aussi. Parce que tout ce qu'on faisait avant n'a plus vraiment lieu d'être. Toutes les méthodes beaucoup de méthodes, la plupart, sont à jeter à la poubelle. Mais il n'y a pas que moi qui ai cette vision. Dans le monde entier, il y a des milliers de personnes qui travaillent sur ce sujet. En particulier aux États-Unis, où ils ont très bien compris ces problèmes environnementaux, même si Trump est climato-sceptique. Je pense pas totalement d'ailleurs climato-sceptique, je pense qu'il joue un double jeu. Mais les Américains, dont l'armée américaine, l'économie, travaillent tous sur ces enjeux avec des moyens considérables. Il faut imaginer plus de 60 universités impliquées. Alors, les spécialistes sont, comme toi, sont au courant, préparent les Mm, choses. Mais qu'est-ce qui est prévu pour préparer bah, les populations? Parce que, bon, par exemple, à Mayotte, pour prendre l'exemple, les gens prennent l'alerte, on va dire 24 heures ou 48 heures avant, mais ben, en fait, tout leur tombe dessus. Alors, dans nos pays, on va dire, où on est un petit peu plus résilient, on voit bien que bah, si dans le nord de la France, il y a des inondations, des feux de forêt comme actuellement en Californie, la population prend ces événements d'un seul coup. Qu'est-ce qui est prévu pour les mettre à niveau? Pour l'instant, la plupart des pays et des gouvernements n'ont rien prévu, clairement. On est vraiment très très en retard sur la prise en compte qui est en train d'arriver et qui est en train d'accélérer. Il y a une accélération, c'est normal. Hein. Malheureusement, c'était calculé. Les modèles prédictifs le montrent très bien. Va falloir abandonner certains territoires.
va falloir abandonner certaines maisons qui sont construites à des zones inondables, par exemple. Il va falloir reloger. Et ça pose des problèmes sociaux et économiques, c'est-à-dire que là, on demande toujours des gens de faire des efforts. On demande de changer de voiture, de passer une voiture électrique. Mais quand les personnes ont un salaire qui n'ont pas évolué et qu'on leur demande de passer une voiture de 15 000 à 30 000, ce n'est pas possible. Et donc, après, on a des gilets jaunes. Donc, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Si on peut, il faut s'occuper du social avant tout. Après viendra ensuite l'environnemental et le sociétal. Mais sinon, on n'y arrivera pas. Bien entendu, il manque d'argent et puis il y a des personnes qui veulent toujours plus s'enrichir sur le dos des autres. Hein. C'est normal. Mais il faut prendre en compte que si on le fait pas dans l'ordre et correctement, ça se retournera toujours contre les personnes et les décideurs. C'est mathématique. Tout à fait. Bah écoute, tout ça nous donne envie de suivre tout à fait ton projet et tu sais que tu es le bienvenu dans les Bien sûr. antennes CDZ pour en parler puis pour de temps en temps nous alerter. Moi, je suis un petit peu, on va dire, stupéfait de la manière dont tout le monde réagit là-dedans. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête alors que, en fait, ce sont des choses qui sont prévisibles. Tout à fait. Encore tous les jours, on a des infos sur le réchauffement, en tout cas sur les gros changements, sur les crises soudaines, mais on a l'impression à chaque fois que ça arrive, voilà, Oui. comme si on n'avait rien prévu. Emmanuel Macron, tu sais, avait dit qui aurait pu prédire le changement climatique. C'était il y a 2 ans, je crois. Et là, j'ai pensé à tous les chercheurs que je connais. Hein, je connais pas mal maintenant. Et j'ai dit, qui aurait pu prédire tous ces chercheurs, 200 000 chercheurs facilement. Ça fait mal pour eux. Mais j'ai l'impression justement que les chercheurs, les scientifiques, en tout cas ceux qui sont au fait des choses, ceux qui travaillent et qui sont au courant, n'ont pas la main sur toute la médiatisation. Parce que quand on va sur YouTube ou quand on voit les infos à la télé, souvent les gens qui parlent, on a l'impression que ce ne sont pas vraiment des gens du métier, quoi, en tout cas. Comment tu expliques ce fait que les chercheurs, en tout cas ceux qui savent, ceux dont la parole ne peut pas être mise en doute, ont moins d'écho que ceux qui viennent souvent là en spécialistes, entre guillemets, presque pour rassurer. Mais parce que ça prend du temps la recherche, donc ils bossent. Ah ouais. C'est ceux qui en font, voilà, ils bossent, donc ils peuvent pas être à la fois dans les médias et à la télévision et dans le laboratoire de recherche. Hein. Donc forcément, on les voit moins. Et puis ils sont pas forcément à l'aise, ils sont pas été forcément, quand je peux pas dire formés pour passer à la télévision, pour passer à la radio et dans les médias. Heureusement, il y a des personnes qui transmettent, il y a des personnes qui commencent à être bons dans ce domaine. Je pense à Jean Covici. Qui sont là pour porter la voix de certains chercheurs, de la majorité des chercheurs, et d'expliquer ce que c'est qu'un consensus, parce qu'il y a aussi, c'est un sujet complexe, c'est toujours complexe, donc il faut prendre le temps. Et les médias, ils aiment pas qu'on prenne le temps. Mais quand on parle d'un sujet environnemental, on va pas pouvoir réduire justement certains sujets. Et si on réduit, on appelle ça, c'est un effet réducteur, hein, c'est péjoratif. On dit oui, c'est réducteur, il faut pas réduire, il faut prendre le temps d'expliquer, il faut prendre le temps d'expliquer les mécanismes qui sont derrière, les enjeux, et accepter de perdre du temps pour ça. Et tant pis si on aime bien tout ce qui est immédiat, les vidéos de 30 secondes sur TikTok. Non, ça ne marchera pas dans ces problèmes-là. Il faut vraiment accepter de prendre le temps de comprendre les choses, et c'est du temps qui sera gagné plus tard. Alors chez Orange, on a la prétention d'être une entreprise qui fait attention à ses émissions, qui est une entreprise green, avec par exemple nos équipements qui consomment moins d'électricité. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une espèce de se voiler la face et de se dire, ne serait-ce que par rapport à la croissance des réseaux, de l'avancée ici et là. Hier, je parlais de satellites, où il y a un programme européen de satellites pour, entre guillemets, concurrencer Starlink. Mais tout ça, c'est à la fois de la pollution, de la commission, de la consommation de matière, de l'énergie et tout ça. Comment on fait pour mettre les deux ensemble? Par les études d'impact et l'étude du cycle de vie justement de ces projets.
Mais aussi parce que le projet ce qui est rigolo, c'est le projet Iris Square. Mhm. Maintenant, Orange fait partie intégrante du projet Iris Square. Il faut savoir que j'ai aidé ce projet Mhm. parce que j'ai des amis internes en boîte qui disaient mince, le projet n'est pas pris par l'ESA, il faut faire quelque chose parce qu'on avait rendu le dossier trop tard à un moment. Moi, j'ai appelé une start-up qui connaissait quelqu'un à l'ESA, et finalement, on a repris le dossier, on l'a remis au milieu de la pile. Mhm. C'est pour qu'il soit étudié. Sinon, c'était trop tard. Donc, comme quoi, ça joue pas grand-chose. Et le projet Iris Square, mais ces projets aussi satellites, euh, il y a toujours, quand on crée quelque chose de massif, il y a toujours un impact environnemental, et parfois, on oublie certains détails. Et là, ce que j'avais repéré depuis maintenant plus d'un an, c'est des études qui parlent de l'impact justement de ces satellites. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui retombent dans l'atmosphère, c'est normal, ils ont un cycle de vie. Mhm. Il y en a à un moment, il y en aura plus de 500 qui retomberont dans l'atmosphère au moins par an. Au moins 500, c'est absolument démentiel comme chiffre. Et bah, les satellites, quand ils rentrent dans l'atmosphère ou la très haute atmosphère, ils brûlent. Et à un moment, bah, ils rentrent dans ce qu'on appelle la couche d'ozone, qui est constituée d'oxygène. Et quand Mhm. ils brûlent, ça détériore la couche d'oxygène qui protège les UV. Et là, les chercheurs se sont dit, ah, il se peut qu'on est en train de détruire la couche d'ozone. Et là, j'ai signalé, j'ai dit attention, faites circuler l'information quand même. On n'est pas encore sûr, mais il se peut que ces satellites puissent détruire la couche d'ozone, et dans ce cas-là, ça sera un no-go. Mhm. C'est-à-dire que dans ce cas-là, d'autres pays vont dire non, Elon Musk, t'es gentil avec tes satellites, mais sans couche d'ozone, il n'y a plus de vie. Donc, Mhm. et on risque de mettre fin rapidement. Donc je ne sais pas où ça en est. Il y a encore des études. Il faudra voir les chiffres. Il y en a qui vont certainement s'y opposer, mais il se peut que le satellite soit pas l'avenir. Mhm. En tout cas, Alors, les satellites de basse altitude, hein. tout à fait. En tout cas, en regardant un petit peu les chiffres, hier, je crois que j'avais vu quelque chose comme 12 000 satellites à terme, rien que pour Starlink. Quelque... 42, Ah ouais, 42 000. 42 000. Bah, ok, on aura Internet haut débit partout sur la planète, mais Hmm. on risque de se prendre sur la tête des débris de satellites à un horizon de, je sais pas, quelle est la durée de vie d'un satellite? Je crois que les premiers sont déjà en train de tomber. Je crois que c'est 5 ans. C'est très très peu, c'est très court. Ah Mais ça oui. doit être des satellites de première génération, sans doute. Il y a des générations qui vont durer plus longtemps, hein, sinon sur le plan économique, c'est pas tenable. Mhm. Et après, bah oui, oui, les satellites sont constitués d'aluminium et d'autres composants. L'aluminium, quand ça rentre dans l'atmosphère, ça s'oxyde. Et ça oxyde quoi? Bah, l'oxygène qui est présent, à savoir l'ozone. C'est bête, c'est vraiment très très bête. Sachant que l'ozone, il faut des milliers d'années pour reconstituer l'ensemble de la couche d'ozone. Alors, c'est dingue parce qu'on est en train de refermer le trou de la couche d'ozone. Et là, on a trouvé un moyen de justement de recréer. Ça, c'est incroyable. Alors, je, toujours à prendre des pincettes. C'est peut-être, on n'a pas tous les chiffres. Il y a peut-être un mécanisme qu'on n'a pas vu qu'il faudra reformer la couche d'ozone, mais pour l'instant, c'est pas bon. Et ça, c'est très étonnant. Et qui plus est, j'ai regardé ce que faisait justement l'absence de couche d'ozone. Ça détruit l'agriculture, les plantes. Ouais. Mhm. Elles aiment pas ça, hein. Elles aiment pas les rayons UV directs, ça aime pas. Donc, ils sont gentils, hein, mais il va falloir peut-être faire une étude d'impact avant. On a mis la charrue avant les bœufs. Et puis, bah, finalement, qu'est-ce qui reste sur Terre? Bah, la fibre optique, la radio classique. Il y a d'autres technologies. Mhm. Mm. Est-ce qu'on réfléchit à, par exemple, sur le, je vois qu'on parlait de 6G, en fait, c'est toujours pour aller plus vite, pour développer de nouveaux usages, mais est-ce qu'on réfléchit, par exemple, à étendre la portée de 4G ou à mettre de plus d'antennes? Est-ce qu'on y pense à ça? Alors oui, il y a des projets. Il y a des projets aussi de technologies plus low-tech, des technologies radio bas débit, plus proches de l'EBI, parce que est-ce qu'on a besoin de toujours plus de débit, surtout dans un monde où il y a des catastrophes naturelles? Le but, c'est pas forcément avoir du très haut débit, c'est bien hein, pour faire de la visioconférence en 4G ou en 4K ou 6K ou avec un casque de réalité virtuelle, mais le plus important, c'est de pouvoir appeler secours. Donc la radio classique, les fréquences basses permettent un débit moins important, mais au moins quelque chose de plus long, plus sécurisé. Donc il y a des projets d'antennes qui relaient. Il y a plein de projets aussi utilisant la troposphère en dehors du satellite. Et la 6G, la 5G, il faut savoir qu'elle va déjà arriver sur le téléphone. La 5G par satellite, hein. Elon Musk commence à les déployer. Et la 6G sera aussi par satellite. D'accord.
Tout un partiellement, programme. mais tout un programme. Écoute, Michael, c'est toujours avec grand plaisir que on aime t'écouter sur ces sujets. Je te souhaite une agréable journée. Et puis, n'hésite pas à revenir nous parler de ton projet quand il sera un peu plus mûr. Et puis, Oui, on se fera le relais. ça marche. Merci beaucoup, Christophe. Allez, très bonne journée. À Très bonne bientôt. journée. Bye Bonne bye. journée à tous. Bye bye. Voilà, c'était Michael qui est toujours très intéressant sur tous ces sujets. Moi, ça m'intéresse au plus haut point. Moi, je sais pas. Dis-moi toi ce que tu en penses. On parle donc bien évidemment de traiter les crises. Et des crises qui parfois sont, parfois presque toujours d'ailleurs, causées par une action humaine. On se donne rendez-vous demain pour CDZ Matin. Je crois que j'ai trouvé le moyen d'être sur la communauté des agrumes. Mais n'oublie pas, l'intéressant c'est de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. On se retrouve demain. Bye bye.